En tant que fils cadet de Guillaume le Conquérant, Henri Ier n'était pas destiné à devenir roi. Pourtant, il surclassa ou déjoua ses frères aînés pour devenir roi d'Angleterre en 1100. Henri se révéla être un politicien hors pair, mais sa mort plongea l'Angleterre dans une guerre civile. Le roi Henri avait une habitude absolument répugnante, que ses médecins le suppliaient d'abandonner, mais il refusa, et cela finit par causer sa mort brutale. Les premières années de Henri furent marquées par l'éducation plutôt que par la politique. Sa mère, Mathilda, avait de grands projets pour son cadet, envisageant une vie d'érudition et peut-être même une carrière ecclésiastique. Sous la tutelle d'Osmond, l'évêque de Salisbury, Henri maîtrisa le latin et les arts libéraux. Son intellect lui valut le surnom de Buckler, signifiant bon érudit. Cependant, malgré les espoirs de sa mère, Henri n'avait que peu d'intérêt pour la prêtrise. Le destin avait d'autres plans pour le jeune savant. À l'âge de 6 ans, une tragédie frappa la famille. Son frère aîné, Richard, mourut dans un accident de chasse. Mais la véritable épreuve survint en 1097, lorsque leur père, Guillaume le Conquérant, décéda. La mort de Guillaume déclencha une division instable de son empire. L'aîné, Robert, hérita de la Normandie. Le troisième fils, Guillaume le Roux, s'empara de l'Angleterre. Henri, en tant que cadet, se vit attribuer un maigre héritage de 5 000 € et 2 petites parcelles de terre. Il semblait destiné à rester un noble mineur, loin des centres de pouvoir. Mais l'équilibre des forces entre les frères était précaire. Robert, mécontent de son héritage moindre, cherchait à s'emparer de l'Angleterre, rassemblant des alliés pour défier Guillaume le Roux. Pris entre deux feux, Henri opta pour la prudence. Il ne se rangea ni du côté de Robert, ni pleinement de celui de Guillaume. Cette neutralité lui permit d'éviter les premiers conflits, mais sa position était compliquée. Sa richesse se trouvait en Normandie, tandis que ses terres étaient en Angleterre. Dans un revirement surprenant, Robert proposa à Henri un marché, 3 000 € en échange d'une petite portion de Normandie. Henri accepta et prouva rapidement qu'il était un chef capable et populaire dans son modeste domaine. Ce succès inquiéta à la fois Robert et Guillaume, qui s'unirent brièvement pour limiter l'influence croissante de Henri. Ils l'emprisonnèrent en 1088, mais la pression des nobles normands les força à le libérer. Les graines de la rivalité entre les frères étaient fermement plantées. La situation changea radicalement en 1100. À ce moment-là, Robert était parti en croisade en Terre Sainte, et Guillaume le Roux invita Henri à une partie de chasse dans la New Forest. Au cours de la chasse, une flèche frappa et tua Guillaume. Le tireur, Walter Tyrrell, s'enfuit en France, suscitant des rumeurs de complot. La plupart des historiens d'aujourd'hui considèrent cela comme un tragique accident. Mais pour Henri, le moment était une aubaine. Avec Robert loin et le trône d'Angleterre soudain vacant, Henri agit rapidement. Il soutint que, étant le seul fils né d'un roi et d'une reine régnant, sa prétention était plus forte que celle de Robert. Soutenu par des nobles et des mercenaires, Henri fut couronné roi d'Angleterre le 5 août 1100. Henri consolida sa position sur le trône par un mariage politiquement astucieux avec Édith d'Écosse, une union qui renforça sa légitimité et ses liens avec des familles influentes. Édith, une femme bien éduquée aux connexions royales et saintes, apporta un prestige significatif au règne de Henri. Son père, le roi Malcolm III d'Écosse, et sa mère, sainte Marguerite de Wessex, la reliaient à la fois à l'ancienne lignée anglo-saxonne et à la sainteté chrétienne émergente qui résonnait profondément en Europe. Lors de son couronnement, Édith adopta le nom normand de Mathilda, peut-être pour s'aligner sur la lignée de Henri, et honorer sa mère, Mathilda de Flandre. Ensemble,
Henri et Mathilda eurent deux enfants légitimes, Mathilda et Guillaume, assurant une lignée de succession reconnue et un espoir de continuité pour la dynastie normande. Mathilda jouerait plus tard un rôle central dans la crise de succession après la mort de Henri, tandis que la mort prématurée de Guillaume dans la tragédie du navire blanc plongerait le royaume dans le chaos. Malgré cette union, la fidélité conjugale de Henri était très discutable. Réputé pour ses nombreuses liaisons, il engendra plus de 24 enfants illégitimes, plus que tout autre roi d'Angleterre, avant ou après lui. Établissant une réputation à la fois de dirigeant politiquement astucieux et de contradictions personnelles profondes, en 1101, Robert revint des croisades pour découvrir son jeune frère régnant sur l'Angleterre. Furieux, il envahit avec une armée conséquente. Pourtant, Henri, toujours politicien, négocia la paix. En échange de la Normandie, Henri accorda à Robert un revenu annuel et promit que s'il mourait, Robert hériterait de l'Angleterre. La trêve était fragile. 4 ans plus tard, Henri lança une invasion de la Normandie, défaisant Robert de manière décisive à la bataille de Tinchebray. Robert passa le reste de sa vie en prison, tandis que Henri consolidait son pouvoir sur l'Angleterre et la Normandie. Même dans la victoire, les défis persistaient. Le fils de Robert, Guillaume, tenta à 2 reprises de reprendre la Normandie, mais Henri écrasa les 2 rébellions. Pendant ce temps, ces vastes campagnes militaires mirent à rude épreuve les finances de l'Angleterre. En décembre 1124, Henri convoqua un conseil spécial à Winchester pour s'attaquer à la corruption au sein des ateliers monétaires royaux. Une enquête approfondie révéla une fraude généralisée parmi les monnayeurs, impliquant près de 94 individus dans divers actes de débasement et de vol. La réponse de Henri fut rapide et sans compromis. Il ordonna que les monnayeurs condamnés subissent des châtiments brutaux, l'amputation de la main droite et, dans de nombreux cas, la castration. Ces peines n'étaient pas choisies à la légère. Elles portaient un poids symbolique, autant que des conséquences physiques. La mutilation de la main droite ciblait directement l'outil utilisé pour leur crime, rendant les coupables incapables de continuer leur travail. La castration, quant à elle, servait de marque profonde de déshonneur. La sévérité des châtiments secoua l'Angleterre et au-delà. À une époque où la justice publique était à la fois un moyen de dissuasion et un spectacle, ces peines étaient conçues pour instiller la peur et décourager d'autres actes de corruption. En prenant des mesures aussi drastiques, Henri montra clairement que l'intégrité de la monnaie du royaume et, par extension, la confiance placée en son règne n'était pas négociable. L'impact immédiat de ces actions fut significatif. La circulation de pièces dégradées diminua, et la confiance du public dans la monnaie fut restaurée. Les marchands et les officiels signalèrent moins de cas de monnaie frauduleuse, permettant au commerce de se redresser. Bien que ces châtiments puissent sembler excessivement cruels selon les normes modernes, ils étaient conformes à la compréhension médiévale de la justice, où les peines publiques et physiques étaient considérées comme des moyens efficaces de dissuasion contre le crime. L'approche de Henri reflétait les priorités plus larges de son règne: la centralisation de l'autorité, l'application stricte de la loi et la protection des fondations économiques du royaume. L'incident avec les monnayeurs mit également en lumière l'importance d'un contrôle rigoureux sur les aspects critiques de la gouvernance. En s'attaquant à la corruption au sein des ateliers monétaires royaux, Henri résolut non seulement une crise immédiate, mais établit également un précédent pour l'importance de la responsabilité dans les fonctions publiques. Bien que controversées, les actions de Henri en 1124 restent un exemple frappant des extrêmes auxquels un roi médiéval était prêt à aller pour préserver l'ordre et la stabilité dans son royaume. En 1120, le roi Henri Ier d'Angleterre fut confronté à l'événement le plus dévastateur de son règne, un événement qui aurait des conséquences profondes pour le royaume et son avenir.
La tragédie se déroula dans la nuit du 25 novembre, lorsque le navire blanc, un magnifique vaisseau destiné à transporter la cour de Henri à travers la Manche, connut une fin catastrophique. Le navire blanc était commandé par Thomas Fitzstephen, un marin expérimenté dont le père avait servi le père de Henri, Guillaume le Conquérant. Désireux d'impressionner les jeunes nobles à bord, Fitzstephen permit à son équipage et à ses passagers de s'adonner à une consommation excessive d'alcool avant de lever l'ancre. Parmi les près de 300 passagers se trouvaient de nombreux membres de l'élite anglaise, comtes, chevaliers et membres de la maison royale, y compris l'héritier bien-aimé de Henri, Guillaume Adelin, un jeune homme préparé pour succéder à son père sur le trône. Alors que le navire appareillait dans l'obscurité, le désastre frappa rapidement. Le capitaine ivre, poussé par ses passagers à dépasser le reste de la flotte, navigua imprudemment juste à la sortie du port. Le navire blanc heurta un rocher submergé et l'eau glacée envahit le bateau. Le chaos éclata alors que les passagers se battaient pour survivre. Guillaume, à peine âgé de 17 ans, réussit initialement à échapper au naufrage en sécurisant un canot de sauvetage. Cependant, entendant les cris désespérés de sa demi-sœur, Mathilda Fitzroy, il ordonna au canot de faire demi-tour dans une tentative héroïque, mais fatale de la sauver. Tragiquement, le canot fut submergé par les survivants paniqués, tentant de monter à bord. Il chavira, plongeant Guillaume et tous ceux qui l'accompagnaient dans l'eau glacée. Sur les centaines de personnes à bord, un seul homme survécut, un boucher nommé Ruhen, qui s'accrocha à un morceau d'épave jusqu'à son sauvetage le lendemain. La perte de Guillaume, le seul fils légitime de Henri et son héritier, plongea le roi dans un chagrin inconsolable. On rapporte qu'il ne sourit plus jamais. Plus grave encore, ce désastre laissa l'Angleterre et la Normandie sans successeur clair. Le seul autre enfant légitime de Henri, Mathilda, était une femme, un fait qui, dans la société féodale dominée par les hommes de l'époque, susciterait une forte résistance de la part de la noblesse. Cet événement, connu sous le nom de désastre du navire blanc, sema les graines d'une crise de succession qui éclaterait après la mort de Henri en 1835. Le naufrage du navire blanc ne fut pas seulement une tragédie personnelle pour Henri Ier, mais un moment charnière dans l'histoire médiévale anglaise. Il façonna le destin d'une dynastie et modifia la trajectoire du royaume, soulignant comment un seul événement pouvait avoir des répercussions profondes à travers le temps. Comme tous les rois, Henri Ier aimait les grands festins. Il se délectait du faste des banquets, avec du vin coulant à flot et des plats regorgeant de mets délicats. Mais parmi tous les plats servis à sa table royale, aucun ne le ravissait autant que la lamproie, un poisson semblable à une anguille, aussi étrange dans son apparence que dans son goût. Les lamproies, avec leurs bouches sans mâchoire et leurs habitudes parasitaires, s'accrochaient à d'autres poissons pour en drainer le sang. Pourtant, à l'époque médiévale, elles étaient déprisées pour leur chair riche et grasse. L'obsession de Henri pour les lamproies devint légendaire. On disait qu'aucun festin n'était complet sans elles, souvent préparées dans des sauces élaborées de vin, d'épices et d'herbes, reflétant les tendances culinaires de la cour normande. Son amour pour ce poisson allait au-delà d'un simple appétit. Il frôlait l'indulgence. Il exigeait des lamproies, qu'il dînât dans les grandes salles des châteaux ou en voyage à travers ces vastes domaines. Les chroniqueurs notèrent à quel point ce plat singulier captivait le palais du roi, au point qu'il ignorait les conseils de ses médecins. Les docteurs de la cour, soucieux de la santé du roi, n'étaient-ils pas aveugles au risque? La viande grasse, riche et huileuse était connue pour être lourde à digérer et inadaptée à une consommation fréquente, surtout pour un homme d'un certain âge. Ils mirent en garde Henri à plusieurs reprises, l'exhortant à la modération. Ils l'avertirent que trop se gaver de ce poisson pouvait perturber sa digestion et affaiblir son corps.
Mais Henri, toujours maître de sa propre vie, balaya leurs préoccupations avec l'assurance d'un homme qui avait affronté des armées et des rébellions. Au fil des années, l'obstination de Henri pour les lamproies se révéla être sa perte. Fin novembre 1135, lors d'une partie de chasse, le roi s'adonna une fois de plus à son plat favori. À cette occasion, le festin fut particulièrement somptueux. Les lamproies furent préparés avec les meilleurs ingrédients que sa cour pouvait offrir. Henri, de bonne humeur et entouré de ses compagnons, se régala sans retenue, savourant les saveurs riches sans penser aux avertissements de ses médecins. Mais cette indulgence eut un coût. Dans les jours qui suivirent dans le festin, le roi tomba gravement malade. Les récits contemporains suggèrent qu'il souffrit de douleurs abdominales sévères, probablement dues à une surconsommation de poissons gras. Son état s'aggrava rapidement et, le 1er décembre 1135, les médecins avaient raison. Que ce soit une intoxication alimentaire, une indigestion aiguë ou des complications liées à des problèmes de santé préexistants, le festin de lamproie fut à jamais lié à sa mort. La mort de Henri marqua non seulement la fin de son règne, mais aussi le début d'une période de chaos pour l'Angleterre. Avec son seul héritier mâle légitime, Guillaume Adelin, perdu dans le tragique naufrage du navire blanc des années plus tôt, la question de la succession plongea le royaume dans une guerre civile connue sous le nom d'anarchie. Pourtant, malgré tout le tumulte politique qui suivit, un détail de la vie et de la mort de Henri perdura dans la mémoire populaire. Le roi qui aimait trop les lamproies. C'est une anecdote curieuse pour un souverain qui unifia l'Angleterre et la Normandie, reforma son administration et laissa une marque dans l'histoire. Mais elle nous rappelle que même les plus grands rois étaient, en fin de compte, profondément humains. Bien que le règne de Henri Ier se soit terminé dans le chaos, sa mort déclenchant une crise de succession qui mena à la guerre civile, connue sous le nom d'anarchie. Ces innovations administratives laissèrent une empreinte considérable sur la gouvernance anglaise. Parmi ses réalisations les plus notables figurent ses réformes financières, qui renforcèrent le trésor de l'Angleterre, et ses efforts pour standardiser les poids et mesures, apportant plus de cohérence et d'équité au commerce et à la fiscalité. Ces réformes non seulement améliorèrent l'efficacité de l'administration royale, mais posèrent également les bases d'une gouvernance plus centralisée dans l'Angleterre médiévale. Les contributions de Henri démontrèrent sa vision en tant que dirigeant cherchant à combiner autorité et ordre, s'assurant que l'influence de la monarchie atteigne tous les recoins de son royaume. Malgré ses accomplissements, l'héritage de son règne reste éclipsé par l'instabilité qui suivit sa mort. De manière appropriée, son lieu de sépulture à l'abbaye de Reading, un grand centre religieux qu'il fonda en 1121, demeure perdu dans l'histoire. Ce mystère persistant sert de métaphore pour un roi dont l'influence sur l'Angleterre fut à la fois monumentale et étrange, mais aussi sauvage et mémorable que fut son règne. Rempli de rebondissements dramatiques, son héritage sera à jamais éclipsé par son obsession singulière et implacable pour les lamproies, une fixation si bizarre et dévorante qu'elle conduisit finalement à sa mort prématurée. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale Factanat pour d'autres faits incroyables sur tout.